qu'on soit toutes et tous installés. Et bonsoir à tout le monde. Merci d'être là. Merci Eduardo d'avoir accepté cette invitation. Mais au contraire, merci de m'inviter. On est donc très contents. Je commence toujours par un remerciement particulier, bien sûr, à l'association Désir de lire, qui donc fait toute une action autour de la littérature qui nous est chère, qui est importante et qui le fait en plus dans un village non loin de Forcalquier, donc à Sigons. Et donc Désir de lire accueille des auteurs, des autrices en résidence. Et c'est dans ce cadre-là que Eduardo arpente le pays de Forcalquier depuis quelques mois. Oui. Donc merci à Evelyne en particulier voilà, pour l'association Désir de lire. Cette invitation, vous le savez peut-être, elle est commune avec le cinéma Le Bourguet. Elle s'inscrit dans une proposition qu'il nous arrive et que l'on a plaisir à faire, une proposition de carte blanche, donc qui démarre par une rencontre à la librairie, maintenant, avec notre invité, et qui se poursuit après une collation au cinéma avec la projection, donc là ce sera à 20h45, d'un film choisi par notre invité. Il s'agit pour ce soir de La garçonnière de Billy Wilder. Voilà. Et donc en introduction à la projection, Eduardo dira quelques mots sur les raisons de ce choix et peut-être l'écho à son œuvre. Voilà, alors je tiens à présenter tout de suite mes excuses pour l'introduction qui va suivre encore et qui sera peut-être un peu longue, mais qui me semble importante. Pour te présenter, donc Eduardo, tu es argentin. Oui. Tu vis en France depuis quelques années. Oui. Tu es auteur, traducteur, oui. De l'anglais vers l'espagnol. Du français de plus en plus vers l'espagnol. Oui. Et membre depuis 2014 de l'Oulipo. Oui. L'ouvroir de littérature potentielle. Tu es l'auteur depuis... je crois que le premier texte publié, c'était en 98 en France. Oui, tout à fait. Aux éditions Actes Sud, il me semble. Grasset. Grasset, pardon. Grasset au début, les deux premiers. Et c'était, 98. Voilà. Oui, tout à fait. Alors, je ne vais pas présenter toute cette œuvre. Je me suis centrée sur les ouvrages parus depuis un peu moins d'une dizaine d'années. Beaucoup aux éditions de la Contralée. Et c'est aussi un catalogue qui nous est cher. On peut mentionner cet inventaire d'inventions publié en 2017. Oui, je te fais confiance avec les dates. L'ivresse sans fin des portes tournantes, accompagnée d'images de Clémentine Mélois, elle aussi membre de l'Oulipo, publié aux éditions Le Castor Astral. Tous ces ouvrages-là ont des formes particulières. Alors, j'ai pas dit l'inventaire d'inventions, ce sont des inventions picorées au gré de textes littéraires et parfois inventées. Oui. L'ivresse sans fin des portes tournantes, ce sont une accumulation de phrases inspirées des Gregerias. Oui, c'est une forme d'un écrivain espagnol qui s'appelait Ramón Gómez de la Serna, que j'ai repris. Voilà. Donc, à ma manière. 2019 pour celui-ci. En 2021, ce gros roman, Un père étranger, qui est un hommage, un roman qui rend hommage aussi à ton père et à ses origines roumaines. Oui, tout à fait. Celui-ci publié aux éditions de la Contralée en 2021. En écho à ce texte, Un fils étranger. Le fils est plus petit, comme vous voyez. Qui est, lui, un récit de ton voyage en Roumanie sur les traces. La première fois que je visite la ville natale de mon père. Voilà. Donc 2021 aussi. Suivez encore en 2021 aux très belles éditions d'Eau. Demain s'annonce plus calme. Là aussi, une forme assez particulière, comme des brèves. C'est une suite des journaux, d'extraits de journaux d'un pays imaginé. Chaque chapitre, c'est une série de nouvelles du jour, du journal de ce pays. Voilà. Et il y a des histoires qui vont du premier au dernier. C'est comme
ce qui se passe quand on lit des journaux. D'habitude, il y a des nouvelles qui continuent, il y a des nouvelles d'un seul jour, il y a des nouvelles qui disparaissent et vont réapparaître à la fin. Voilà, et il y a des histoires qui se mêlent. C'est un pays où la littérature occupe une place monstrueuse, énorme, un peu comme le football en Argentine. Mais c'est la place. Dans ce pays, c'est pas le football, c'est la C'est la littérature. littérature. Ouais. Cet ensemble de textes-là, une présence idéale qui est fruit d'une résidence Oui. d'écriture, c'est ça, au CHU de Rouen. Rouen. Au CHU de Rouen, donc là aussi, aux éditions La Contrallée, des textes vraiment très beaux, très émouvants. Celui-ci, tu l'as écrit directement en français. C'est mon premier livre écrit en Excusez-moi, français. j'ai Oui, oublié de dire que absolument. les précédents sont traduits de l'espagnol. Oui, sauf celui-ci. Celui-ci Ok. a été fait, les deux versions en même temps, espagnole et Ok. française. Mais ça, je l'ai écrit directement en Directement en français. français. Oui. Donc des recueils de paroles de soignants et Oui. soignantes Oui. Au CHU de Rouen. Aux éditions La Contrallée. Et là, on est en 2022. En 2023. Oui, mais c'est une réédition. Ah oui, c'était l'édition, une... oui, la pardon. première, c'est 2000, je sais pas, 17 ou 18. Ouais. Oui. En 2023, ce petit ouvrage-là, Mauvaise méthode pour bonne lecture, qui est un ensemble de propositions, de contraintes de lecture. Voilà, très intéressant, très ludique. Oui. On est en 2023 et en 2025, deux textes. Celui-ci, Cercle de lecteurs, aux éditions Le Réel Gare. Oui, qui fait un peu écho à celui-ci. Ouais. Oui. Hommage là aussi à la lecture et aux lecteurs et aux lectrices. Et celui dont il sera beaucoup question, dont il sera surtout question, qui vient de paraître à nouveau aux éditions de La Contrallée au mois de mai 2025 et qui s'appelle Faster. Voilà. Je le présente brièvement. Faster est un ouvrage qui emprunte son titre à une chanson de George Harrison, des Beatles. Il a été publié une première fois en 2019 chez un éditeur espagnol et en Argentine également. Non, en Argentine plus tard. Ah, c'est plus tard. Oui, plus tard. Oui. Et cette version-là est une retraduction, est une réécriture de toi-même. Oui, j'ai fait une version assez libre finalement. J'ai fait un peu plus ou un peu moins, mais pas exactement une traduction. Et en faisant cette nouvelle version, c'est cette nouvelle forme, cette nouvelle ordre, disposition des parties, des chapitres, tout ça, que j'ai aussi publié en Argentine. Voilà. On y reviendra. Oui. Ce texte-là, Faster, il est composé de 108 chapitres. Pardon, je perds tout. 108 chapitres répartis en 6 parties. Et il raconte en chapitres courts les souvenirs d'un narrateur à la première personne. On peut supposer que c'est toi. Donc les souvenirs d'un jeune narrateur de 14 ans qui se remémore en 79 à Buenos Aires sa rencontre avec Juan Manuel Fangio, mais pas seulement. Une rencontre amicale très forte. Oui. Voilà. Et c'est de ça qu'il sera question tout au long de cet échange. Donc ça, c'était à peu près l'intro. Parfait. Et je vais long, finalement. Ça va, c'était pas si long. Je vais te proposer un exercice. Très bien. Que j'ai emprunté dans celui-ci. Donc les mauvaises méthodes pour bonne lecture. Très bien, j'ai peur. Méthode 65. Imaginez qu'un certain livre, celui que vous voulez, avant d'avoir son aspect actuel, avait été mis dans une boîte carrée en carton, contenant 5 petites enveloppes en plastique, chacune avec différents composants ou ingrédients. Imaginez que quelqu'un, un libraire, un autre lecteur, s'est donné la peine d'assembler le livre comme ses meubles ou articles ménagers à monter soi-même, qu'on vend dans quelques magasins. Manufacturez le coffret de votre livre. Imaginez ce qu'il y aurait dans chacune des 5 enveloppes en plastique. Des mots, bien sûr,
mais aussi d'autres choses, lesquelles? Très bien. C'est Je te- sympathique. Je te propose cette contrainte. Alors oui, Aussi la boîte. il pourrait avoir à l'intérieur de la boîte, il pourrait avoir un exemplaire de ce magazine Fanzine qu'on faisait en 1979 à l'âge de 14 ans avec cet ami que je venais de rencontrer, qu'on faisait tous les mois ou tous les 2 mois ou tous les 3 mois d'une manière très, très irrégulière. Et là, il y aurait surtout, bien sûr, l'exemplaire où il y a l'entretien avec Fangio. Oui. Après, il y aurait l'histoire d'amitié avec lui. Après, il y aurait peut-être des paroles de chansons des Beatles, ou même, pourquoi pas, le disque Faster, le single de George Harrison. Après, je ne sais pas, il pourrait avoir des souvenirs de l'école, parce que c'est vrai que ça raconte le passage de la vie de l'enfance. Parce qu'à cette époque, en Argentine, 14 ans, c'était pas l'adolescence, c'était plutôt l'enfance, je crois. Avec le pays qu'on avait, la dictature qu'on avait à l'extérieur, on était vraiment des petits hein, à 14 ans. Oui, et je sais pas, qu'est-ce que tu as choisi aussi le temps, oui, le temps et les souvenirs, bien voilà, sûr, oui. bien sûr. Ouais. Donc je te propose qu'on parte de tous ces éléments-là. Génial. Tu as cité en premier le journal. On va commencer, si tu veux bien, par un ami. Ok. Et pour cela, on pourrait lire, par exemple, le premier chapitre. Tu veux le lire? Tu peux le lire. Je peux le lire, comme tu veux. Hein? Je ne me rappelle pas s'il pleuvait quand je suis sorti de chez moi. Je ne me rappelle pas si j'avais prévu que ce jour-là, ce jour férié, j'irais voir mon ami Fernand chez lui, dans la maison où il vivait avec sa sœur et ses parents, aussi comme il est naturel quand on a 14 ans. Je m'étais simplement levé et j'avais obéi à l'impulsion de lui rendre visite. Je me souviens que j'ai pris le train et qu'au moment d'arriver chez lui, 30 minutes plus tard, il était presque midi. Fernand habitait plus proche que moi du centre-ville de Buenos Aires, dans la luxueuse avenue Libertador. Je venais de quitter l'école privée bilingue où nous étions camarades pour me retrouver dans une bonne école publique où je me sentais heureux parce qu'elle était mixte dans plusieurs sens, non limitée à des garçons d'un même milieu social. Cependant, quelques anciens copains me manquaient, Fernand en particulier. On arrête là ou oui, on peut arrêter là, oui. Est-ce que tu peux nous parler de cet ami, de cette amitié très particulière avec Fernand? Alors j'étais un peu comme un étranger dans cette école, qui était une école où mes parents m'avaient placé, convaincu que c'était un bon choix. C'était un bon choix d'un certain côté, parce que c'était une école très bonne en matière de langue, etc. Mais c'était un cocon un peu artificiel. Hein. C'était un collège high class. Voilà, c'était pas la vraie vie, quoi. Et quand j'ai rencontré cet ami, j'ai senti que comme une bouffée d'air, voilà, que je trouvais quelqu'un qui avait un regard des choses un peu plus semblable à moi, qui aimait le foot. Dans cette école, le foot était mal vu, bien sûr, c'était l'horreur. On jouait au rugby, c'est une école anglaise. Qui aimait la musique populaire, qui aimait lire, qui aimait la BD et tout ça. Et on a créé une complicité très très forte et on s'est mis à publier une revue. C'était l'époque où les fanzines commençaient à se publier en Argentine, même au centre-ville. Nous, on était les rares, on habitait loin du centre-ville, on habitait dans une banlieue un peu chic. On était les seuls à aller au centre-ville un samedi soir. On avait besoin d'aller là au centre-ville. On était les seuls qui connaissaient ce territoire de nos copains. Et on avait vu qu'il y avait des fanzines. C'était les premiers fanzines qui étaient un peu de résistance politique pendant la dictature. Mais pour nous, c'était trop tout ça. Et on a essayé d'imiter ça très modestement et très maladroitement. On a fait un fanzine de sport qui était tout le contraire de ce que le sport c'était le discours un peu de la dictature, hein, c'était tout le contraire. Mais bon, on s'amusait. Voilà.
tu racontes la création avec Fernand de ce journal, de ce fanzine, et que tu mêles... donc dans les tout premiers chapitres, il y a à la fois l'importance des Beatles dans votre rencontre, Ah oui, dans votre amitié. oui, ça c'était clé parce que Oui. je suis monté dans un bus, parce qu'on n'était pas copains vraiment. Chacun allait dans une classe différente. Et un jour, on mélange les deux classes dans un bus. Je le vois assis, il venait d'arriver, il était un peu nouveau. Je le vois assis tout seul, je m'installe à côté de lui et il me demande, tu aimes les Beatles? Et je dis oui. Et voilà, on était amis. À cet âge-là, ça suffit. Et en plus, il me dit, quel est ton Beatle favori? Je ne savais pas trop quoi dire, mais je dis, je ne sais pas pourquoi, j'ai dit George Harrison peut-être, il m'a dit c'est le mien. Voilà, alors c'était, voilà, on était amis pour la vie. Voilà. On continue à être amis. Oui. Finalement, ouais, finalement, il s'est passé quelque chose. Voilà. Tu écris, je me souviens de l'avoir regardé comme si je le voyais pour la première fois, tout en reconnaissant quelque chose de moi dans l'étincelle de ses yeux. C'est une amitié très forte et vraiment portée par cette passion en commun. Et donc sur la création du fanzine, on peut lire ce passage, on peut lire le chapitre 3. Bien sûr. Ce passage-là, en oui. fait, où tu... Ouais. Nous avons parlé des heures dans le bus, ou du moins c'est ce qu'il m'a semblé, car le voyage n'a pas duré si longtemps. Nous avons parlé, je crois, de l'énormité de Something. Nous étions tous deux bouleversés par cette chanson et nous avons alors scellé une espèce de pacte qui nous amena bientôt, 3 ou 4 mois plus tard, à fonder un magazine artisanal, un fanzine underground, comme on disait jadis. Un étrange magazine sportif, étrange et inattendu, car nous n'avions ni l'un ni l'autre l'âme du sportif, ou plutôt, et c'était là que se trouvait la clé, nous avions l'âme du sportif et même l'esprit du sportif, mais en aucun cas le corps. Notre rapport avec le sport était essentiellement platonique, une simple idéalisation de tout ce que nous étions incapables de faire. Et donc cette revue, vous la créez en 78. Oui, 78, 18, 79, oui. Et en 79, donc un autre élément des ingrédients présents dans ce livre essentiel, très important, vous décidez d'une rencontre. Le premier entretien que vous allez mener pour votre fanzine, il y a ce chapitre-là qui le raconte au tout début. Chapitre 5. Le 5, ouais. Oui, on n'avait jamais osé l'entretien. Notre revue recherchait la diversité, du tennis au basket, du passé oppressant de l'espace local au domaine international. Or, nous n'avions jusque-là jamais publié un entretien avec quelqu'un qu'on pourrait qualifier de légende sportive, ni aucun entretien tout court. Une espèce de timidité ou d'immaturité nous avait tenus à l'écart de ce genre journalistique. Pour cela même, cet après-midi, ce jour férié de 1979, quand Fernand m'a demandé à l'improviste « Et si on allait interviewer Fangio ?» je suis resté interloqué. Un entretien avec une légende sportive, avec le grand symbole de la Formule 1, c'était une folie. Pourtant, je sentis que derrière la témérité de sa proposition, il y avait du bon sens, et qu'il avait mûri son projet. Car à peine lui ai-je répondu qu'un personnage comme Fangio était sans doute inaccessible, que Fernand est parti chercher l'annuaire téléphonique et que d'un geste triomphal, il a ouvert à la page précise où on pouvait lire Fangio Automobile, et plus bas l'adresse et le numéro de téléphone. Appelons, proposa Fernand, comme s'il savait bien mieux que moi ce que nous étions capables de faire. Appelons, oui. Et donc, il était là, Fangio, dans les pages jaunes, comme on dit. Oui, c'est lui qui appelle. Hein. Moi, je n'avais pas le courage, c'est lui qui appelle. J'essaye de suivre l'appel à travers ce regard. Et on a la réponse la plus inattendue qu'on peut s'imaginer. C'était un jour férié, il pleuvait des cordes. Et le secrétaire, on va l'appeler comme ça, répond « Vous pouvez venir dans 3-4 heures ?» On n'avait même pas préparé les questions, mais à cet âge-là, on y va. On n'hésite pas. On n'a rien à perdre à cet âge-là. Et vous rencontrez donc dans un garage automobile le secrétaire
qui vous amène, voilà, qui vous permet de rencontrer Oui, tout à Fangio. fait. Dans une agence automobile Mercedes-Benz, mais qui n'était, moi j'étais très étonné, non seulement de savoir que Fangio était là, un jour férié, et qu'en plus il nous recevait, mais en plus que l'agence automobile n'était pas au centre-ville. Fangio était, c'était peut-être le personnage le plus important dans l'histoire du sport. Maradona n'existait pas. Justement, c'est l'année où Maradona va commencer à exister, mais il n'existait pas. Il n'y avait que Fangio. Et lui, il n'était même pas au centre-ville. Il fallait traverser toute la ville de Buenos Aires, aller à l'autre bout, dans un quartier où on n'avait jamais mis les pieds, par exemple. Ça, c'était déjà une odyssée, une épopée. Oui, bien sûr. Et tu racontes cette rencontre, donc les chapitres tout au long de Faster sont assez courts, on reviendra après sur la construction. Ce qui frappe dans ces entretiens avec Fangio, c'est sa modestie, la simplicité avec laquelle peut se faire cette rencontre. Il était très, très humble, très généreux. Tu écris, chapitre 20, « Je me souviens de ce lointain après-midi avec Fangio et dès que je revois la scène, l'insolite laisse place au normal. Au fond, je pense, Fangio avait consacré la moitié de sa vie à démentir ce héros au bord du fabuleux, et pourtant sa sympathie et sa discrétion ne faisaient que grandir le mythe. Le mélange était si parfait, nerf d'acier et cœur d'or, aurait observé un auteur de romans d'aventure, qu'il semblait quasi indestructible. Mais personne, ni Fangio ni les demi-dieux aux grands exploits, personne n'est à l'abri du temps impitoyable, ni de l'anachronisme le plus cruel, ni du fantasme de l'évocation erronée, aussi insolente que l'oubli. » Il nous a donné une leçon de modestie ce jour-là, sans doute. Ouais. En fait, ma question, elle est peut-être... je ne sais pas ce qu'elle est, mais voilà, pourquoi décider 40 ans après de raconter cette rencontre, la rencontre de deux amis passionnés des Beatles qui font leur petit journal à quelques exemplaires et puis un plus grand nombre d'exemplaires, aidés par les parents pour l'imprimer, et donc qui rencontrent cette légende du sport automobile. Qu'est-ce qui fait que 40 ans après, tu veux le raconter? Plusieurs choses. Mon fils avait 14 ans, avait exactement l'âge que j'avais quand j'ai rencontré Fangio, et j'évoquais ça devant lui. C'est très difficile de ne pas revivre des choses à travers les différents âges des enfants. Et c'est assez fréquent que les enfants veulent savoir comment c'était leurs parents à cet âge-là. Et quand j'ai raconté ça, j'ai eu la réaction, je me suis dit, c'est vrai, ça fait quelques années, ça fait 4 ou 5 ans que je commence à raconter d'une autre manière, et plus souvent cette histoire. C'est fou, il y a des choses qu'on croit qu'ont été très importantes dans notre enfance, le temps passe, et l'importance se relativise. Ça, pendant des années, je n'avais pas donné beaucoup d'importance à l'histoire avec Fangio. Et soudain, avec le temps, avec le recul, cet épisode a commencé à prendre une place plus grande dans ma mythologie personnelle, mais c'est plus que ça. Le geste de Fangio, le geste qu'il a eu avec nous, a commencé à prendre une place de plus en plus grande. J'ai commencé à mesurer d'une autre manière son geste. Ouais. Et c'est vrai que le temps est intéressant. Oui. Ça veut dire, parce que beaucoup de temps s'était écoulé, et là, c'est un livre aussi fait de l'oubli. C'est intéressant de voir qu'est-ce que je retiens de tout ça, qu'est-ce que j'ai oublié, pourquoi je retiens ça, qu'est-ce que Fernand peut avoir retenu, est-ce qu'on a le même souvenir. Ça aussi, ça m'intéressait comme démarche. Voilà. Beaucoup de chapitres, on y reviendra aussi après, commencent par je me souviens, je ne me rappelle plus exactement. Oui, je ne me souviens pas aussi. Oui, bien sûr. Et la place donc de la musique. Vraiment, tous deux vont de pair, à la fois les souvenirs, tes souvenirs, la rencontre, tout ça s'entremêle, et la musique. Et donc, en fait, il y a un QR code en tout début d'ouvrage qui amène à une bande-son qui peut accompagner... des chansons qui sont... qui peut accompagner la lecture. Tout à fait. Voilà.
Il y a quelques chansons à laquelle j'ai fait référence, si quelqu'un veut les entendre, voilà, elles sont là. C'est Ouais. quelque chose de très présent aussi de tes années. Oui, oui, oui. Et surtout que finalement, à un moment, on a continué cette alliance stratégique, mais aussi sincère d'amitié avec Fernand. Et quand on a fini le lycée, même dans deux lycées différents, on s'est lancé dans le monde professionnel du journalisme ensemble. Et là, le temps, on n'était plus en 1979, on était en 83. Et on a commencé à faire du journalisme autour de la musique populaire. Ça veut dire que ça a été important aussi dans notre amitié. Et Fernand, bon, le vrai Fernand, pas Fernand, est devenu un des 4 journalistes de musique populaire le plus important de l'Argentine. Je veux dire, ça a été pour lui aussi un grand parcours. Et pendant des années, on a partagé ça. Ça veut dire que la musique a été très, très importante dans notre histoire. Ouais. Tu parles donc du journalisme, c'est quelque chose de très présent, les questions, les réponses de Fangio. Et pour moi, c'était un autre ingrédient important à mettre dans cet assemblage, c'est celui de l'écriture. Oui. Dans beaucoup, peut-être tous tes livres, cette question de l'écriture, de la lecture, du rapport au texte, est très présente. Oui. Et c'est le cas aussi, évidemment, dans ce livre-là. Ça me semble un thème vraiment... enfin, voilà, c'est loin d'être anodin, surtout dans le cadre-là de notre rencontre. Comment, 40 ans après, tu rassembles les matériaux de ces souvenirs Oui. J'ai commencé à écrire Faster sans savoir où j'allais. Je savais qu'il y avait un chœur, un centre qui était raconté ce jour-là où je pris le train, où on appelait Fangio, il pleuvait des cordes, on est allé à l'agence. Ça c'était clair. Mais après, je ne savais pas encore. J'étais un peu à l'aveugle. Et au fur et à mesure que j'avançais, j'ai commencé très, très vite à avoir des pistes. J'ai eu 2 moments. Le premier où j'ai compris que le puzzle, la forme fragmentaire, c'était naturel parce que les souvenirs me venaient comme ça, l'écriture me venait comme ça, et cette forme fragmentaire me permettait de faire comme une ritournelle. Finalement, il y a comme une ritournelle de sujets. Il y a la rencontre avec Fangio qui revient chaque X chapitre, mais il y a l'histoire de l'amitié, mais il y a l'histoire des Beatles, mais il y a l'histoire de George Harrison qui va au Brésil et la course automobile, et l'histoire de l'amitié entre George Harrison et un pilote de Formule 1. Tout ça, l'histoire de la musique dans ma vie. Et je me suis dit que c'était pas mal d'utiliser la forme de la ritournelle pour un livre qui parle des disques et des circuits de Formule 1. Finalement, ce sont des choses qui tournent, et des choses qui tournent en rond, mais en même temps, ça montre qu'on peut tourner en rond et que quelque chose peut se dérouler. Oui. Que tourner en rond ne veut pas dire rester au même endroit. Et c'est un peu la mémoire aussi, ça. On tourne en rond, mais à chaque fois, on se souvient d'une autre manière. Ce sont comme si on jette une pierre et il y a des anneaux qui commencent à se dessiner, et ce sont des cercles, mais est-ce que tous les cercles sont les mêmes, ou est-ce que la mémoire se modifie au fur et à mesure? Bon, là, j'ai compris que cette forme m'intéressait, je me suis lancé, mais c'est vrai que je commençais à écrire sans avoir devant moi l'entretien. J'avais pas la revue, je l'avais pas. La revue était restée à Buenos Aires. J'ai envoyé un message à Fernand sans lui dire que j'étais en train d'écrire un livre. Mais je lui ai dit, je suis en train d'écrire un texte. Voilà, c'était ambigu. Sur Fangio, est-ce que tu as un exemplaire? Il m'a dit non. Je me suis dit, est-ce qu'il me dit la vérité ou pas? Mais en tout cas, il m'a dit non. Et ça, c'était très intéressant parce que pour moi, le sujet du livre pour moi n'est ni la musique, ni la Formule 1, ni Fangio. Pour moi, le sujet du livre, c'est l'amitié, la vocation, le début. Et je devais faire un voyage à Buenos Aires. J'arrive, je descends, la première chose que je fais presque, c'est d'aller dans une maison où j'avais un armoire, où je savais que peut-être j'allais trouver
je croisais les doigts, la revue. Je trouve le fanzine, je l'ouvre, et là, je suis étonné parce que je me souvenais rien. Je me souvenais tout de la rencontre, mais rien de ce qu'on avait parlé avec Fangio. Et là, je suis étonné de voir que Fangio, au début, nous dit « Je ne veux pas parler de ma gloire, je ne veux pas parler de mes victoires, je veux parler avec vous des débuts. » Et là, je me suis dit « Ok. » Et là, je me suis dit « Je vais mettre l'entretien dans le livre. » Je n'avais pas pensé à l'insérer. Pour moi, il n'y avait aucun rapport. Mais quand on voit, finalement, Fangio raconte, mes parents voulaient que, pour moi, ça, j'ai décidé de faire ça. C'est la même chose qu'on est en train de vivre avec Fernand. Et ça, j'étais pas conscient. Ou peut-être j'avais oublié tout ça. Oui, c'est ce qu'on sent en fait avec ce texte en apparence léger, avec des passages vraiment courts. On sent vraiment quelque chose de très... en fait, de très construit, très architecturé. En effet, ce mouvement de la ritournelle se sent, je trouve, vraiment à la lecture. Il en reste quelque chose, et il y a quelque chose d'assez sonore aussi. Oui, oui, aussi. Oui. Et le rythme, alors tu parlais en effet de chapitres qui reviennent, il y a des chapitres qui reviennent, de construction de thématiques qui reviennent, et toutes ont leur place dans cette architecture. Je pense notamment aussi au passage où tu convoques des moments avec ton fils. Oui, aussi. Voilà, tu lui racontes, mon fils me parle de, ou alors ces passages aussi qui reviennent assez souvent. Voilà, je me souviens, je ne me rappelle pas. Oui. Voilà, il y a même un petit jeu que je fais des fausses citations, des choses qu'aurait pu dire Fangio, mais qui ont été dites par Rivarol, par des philosophes, etc. Et là aussi, c'est une chose qui revient, sont comme des fils. Et qui convoque là aussi des inspirations qui sont autres que seulement Fangio, les Beatles, qui forment un ensemble en fait de ce roman presque d'apprentissage, ce roman des débuts en tout cas. Moi, je suis le pire écrivain possible pour écrire un livre sur la Formule 1. Je conduis même pas, je n'ai jamais eu un permis de conduire. Mon rapport est totalement, c'est avec le mythe, avec le personnage et avec mon histoire. Voilà. Et donc, oui, il est beaucoup question de l'écriture, il est beaucoup question aussi de l'exercice journalistique, avec la naïveté. Quand on extrait les questions de cet article, on sent vraiment la construction d'un entretien mené par des jeunes gens, et les réponses de Fangio ont d'autant plus de générosité, de bonté. Il y a des très mauvaises questions. Il y a des questions qui sont simples et des réponses de Fangio qui sont très vraiment généreuses. Très belles. Très belles. Et donc ces premiers pas de journaliste, alors qui peut être aussi cette écriture particulière, cette écriture presque sous contrainte, le socle de ton écriture. En tout cas, c'est comme ça aussi que tu as démarré. Oui, tout à fait. Tu écris un passage, il y a une partie qui occupe, et c'est quelque chose qui vous met en désaccord avec Fernand, en tout cas pendant un temps. Tu écris « J'ai enduré plus qu'on ne peut le croire la vie de journaliste, la fumée, les nerfs, le vacarme et le café froid ou bouilli des salles de rédaction à cette époque, lointaine et proche, où il y avait encore des machines à écrire. Je l'ai enduré, persuadé peut-être à tort qu'il s'agissait du prix à payer pour un chemin qui menait à la littérature. » Oui, c'est là où il y a quelques moments des divorces avec Fernand. Il y a le moment où on s'est dit, bon, on arrête d'écrire et de signer à deux. C'est le moment de chacun faire son chemin. Et il y a le moment où il voit et je lui dis, j'arrête avec le journalisme, j'en peux plus. Et il me regarde étonné, comme si on trahissait quelque chose de très essentiel. Et ça ne veut pas dire que je le dis dans le livre, que je rends hommage à tout ce que j'ai appris grâce au journalisme, mais c'est vrai que tout le temps, pour moi, c'était un moyen d'apprentissage. Mon but, c'était toujours d'écrire. Lui, son but, c'était d'être journaliste. Il était le vrai journaliste, c'était lui, vraiment. Ouais. Et une autre manière d'écrire, c'est la traduction. Oui. De réécrire, d'écrire autrement. Et voilà, parle-nous peut-être de cette expérience singulière
traduire toi-même ce texte-là, de le réécrire. Oui. Et aussi les questions. Nous, on allait dans une école bilingue et on avait une petite conscience de l'idée de traduction parce qu'on même on était gamin, mais on faisait des exercices de traduction. Et il y a tout un chapitre qui parle des mauvaises traductions des chansons des Beatles en espagnol. Ça veut dire, même on invente un personnage, on invente un personnage qui est un vieux professeur d'anglais qui est totalement perdu face au titre des Beatles et qui essaye de traduire des chansons et on prend des vrais exemples, après on jouait à faire des mauvaises traductions des titres des chansons des Beatles. Mais ça, c'est vrai qu'on a... Jouer avec la langue, c'est une chose que je faisais avec Fernand et avec mes amis depuis le début. Le jeu du dictionnaire, tout ça, tous des jeux avec la langue qu'on faisait depuis l'enfance. Oui. Voilà, et donc cette expérience-là de réécrire Faster quelques années après... Oui, ça a été hyper intéressant pour moi, hyper intéressant. Je voulais le faire. Ce livre-là, je voulais... J'ai eu la chance d'avoir Jean-Marie Sanlu, qui est un énorme traducteur, un grand ami, qui a traduit presque l'intégralité de mes livres et qui va continuer, je pense, à me traduire. Mais j'ai eu une expérience hyper intéressante avec Un fils étranger. J'avais écrit la version en espagnol d'Un fils étranger, mais pour des raisons longues expliquées, Jean-Marie a traduit la version en français. Et la première version qui a été publiée, c'était la version en français. Ça veut dire que, en travaillant la traduction avec Jean-Marie, je continuais à corriger l'original. Quand l'original a été publié, c'était l'original suite à ce travail de traduction qu'on avait fait avec Jean-Marie. Et je me suis dit que c'est intéressant comme exercice. Je commence à l'utiliser. Ça veut dire, dans le cas de Faster, j'ai utilisé ma propre traduction pour revoir le texte pour l'édition en Argentine. Voilà. Et je le fais avec le livre que je suis en train d'écrire actuellement. Je l'écris en espagnol, je suis en train de faire la version française. Et ça m'aide à voir, sans doute il y a beaucoup de défauts, même plus que je vois. Mais je vois des défauts, je vois des problèmes dans l'original. En faisant une traduction, on les voit. Les traducteurs voient des choses que personne ne voit dans un texte. Et donc, un élément important de Faster, tu l'as beaucoup évoqué, c'est le temps, les souvenirs, se rappeler de l'enfance et parfois les regrets. Oui. Il en est notamment question dans un chapitre où tu dresses un peu la liste des questions qu'on n'a pas posées. C'est ça, tout à fait. C'est le 57. Oui, je joue à faire la liste des questions. Peut-être que je demande trop au passé, mais si l'on avait mieux planifié notre interview, si l'on avait simplement planifié, on aurait posé des meilleures questions à Fangio et on l'aurait amené sans doute à aborder des sujets plus intéressants. Je regrette de ne pas avoir demandé s'il était vrai que dans sa jeunesse, avant d'opter pour la course automobile, il s'était essayé à la boxe ou au football. Je regrette de ne pas avoir demandé ce qu'il pensait des accidents en Formule 1. Je regrette de ne pas avoir demandé pourquoi son magasin de voitures allemandes était éloigné du centre-ville, ou s'il pensait que son tempérament, cette réserve, cette absence de prétention, avait fait de lui un meilleur pilote, etc., etc. Une chose que je regrette de ne pas avoir demandé, c'est de lui avoir demandé, et je ne l'ai pas vu dans d'autres entretiens, s'il était au courant que son nom était devenu une expression dans d'autres pays. Je pense qu'il le savait, parce que j'ai découvert qu'il avait un amour en France, au sud de la France, avec une femme française, et qu'il venait souvent au Pays Basque français. Ça, je l'ai découvert il y a peu de temps. Alors peut-être qu'il savait qu'il y a une BD de Tintin qui a son nom, peut-être qu'il savait que les gens utilisaient en France l'expression Fangio, mais je ne sais pas. Et j'aurais bien aimé le savoir, et qu'est-ce qu'il pensait de ça, mais bon, c'est tard. Oui. Ouais. Les choses qui manquent, on s'en aperçoit quand le temps est passé. Oula, en fait. ça m'arrive avec mon père, j'ai une liste des questions que j'aurais aimé lui poser, c'est tard. Ouais.
Je pense qu'on se reconnaît dans ça. Ouais. Voilà, c'est un texte, moi, que je trouve très généreux, très musical, très doux, qui fait un peu, voilà, qui laisse vraiment une empreinte assez forte sur cette question-là de ce qui nous construit, des souvenirs d'enfance, des liens dont il est quand même beaucoup et souvent question aussi dans tes livres. Oui. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Si vous avez des questions. Oui, bien sûr. Quand tu dis en traduisant, je vois les erreurs du texte. De moi-même, oui. Oui. Mais comment? C'est parce que c'est dans la construction? Oui, parce que quand il y a quelque chose... Parce que c'est pas dans la phrase elle-même, quoi. Je veux dire, que tu t'exprimes en français ou en espagnol, tu Non, mais parfois, ce sont des problèmes inhérents aux différences ou aux faux amis des deux langues, bien sûr. Mais parfois, quand il y a quelque chose qui se coince, tu te dis non, mais c'est clair, il y a ici un problème de base. Ce n'est pas toujours le cas, mais c'est pas si rare que ça. Il y a quelque chose que, surtout quand on connaît, on ne peut pas dire qu'il y a un problème d'incompréhension. Je connais le texte. Ça, c'est une autre chose qui peut arriver, mais ce n'est pas mon cas. Mais il y a un problème de logique, de construction. Quelque chose qui fonctionne pas. Il y a quelque chose qui ne marche pas ou qui n'est pas bien dit, qui n'est pas bien formulé. Oui, tout à fait. Quel est le titre en espagnol de Faster. C'est l'avantage d'avoir un titre en anglais. C'est le seul livre qui a le même titre dans toutes les langues. Parce que souvent, c'est l'éditeur qui choisit le titre. En fait, dans la version originale, dans tous les livres que j'ai publiés en espagnol, j'ai toujours pu choisir mon titre. Parfois, j'ai négocié, parfois l'éditeur m'a dit « Tu es sûr? Pense à un autre titre, on peut le voir. » Mais dans la version originale en espagnol, j'ai toujours choisi le titre. Pour les traductions, parfois, par exemple, mon premier roman s'appelait Agua, en espagnol. L'eau, mais Agua, c'était le nom du personnage aussi. Et en français, ça s'appelle, vous êtes bien assis, Le désordre électrique. Mais c'est un beau titre, c'est un titre magnifique, mais c'est un titre de l'éditrice. C'est un titre de l'éditrice qui m'a convaincu. C'était ma première traduction dans une autre langue. J'allais pas me bagarrer et rater la traduction pour une question d'un titre. En plus, c'était sympa. Mais là, oui. Je voulais juste un commentaire. D'abord, merci pour ce livre parce qu'il fait écho à moi. Je suis né dans une ville pas très loin d'où on est Fangio. Oui, parce que c'est Valcar, c'est la ville, et vous êtes de Mar del Plata. Voilà. Oui. Et d'autre part, j'ai aussi mon Fernand. Et je voulais aussi un commentaire. Je trouvais à par moment le sentiment en lisant le livre. J'ai lu la version espagnole, bien sûr, ici. Et que Fernand, il refuse un petit peu de se remémorer, de t'aider à écrire. Oui. Et je me suis dit, c'est un acte presque d'amitié, en disant, vas-y, c'est à toi. Oui. Ton histoire. Oui. Ça, c'est une des lignes narratives, surtout à la fin du livre. Quand de plus en plus j'insiste, je lui pose une question. J'ai surtout le doute, est-ce que Fangio nous a fait monter dans sa voiture ou pas? Et là, c'est le moment où il me dit, mais non, bien sûr que non. Et là, je dis, non, mais alors, il se remémore plus que ce qu'il dit. Et il me dit, vas-y, écris ton livre, écris ta version. Je ne veux pas lire la mienne, je veux lire la tienne. La mienne, je la connais déjà. Ça, c'est beau. Oui, c'est beau, c'est très généreux aussi. C'est très généreux aussi, je suis d'accord. Est-ce que Fernand a lu le livre? Fernand était le premier lecteur du livre. Ça veut dire, je savais que son anniversaire était en août. Je me suis dépêché et j'ai fini une première version que j'ai retravaillée et que j'ai envoyée par email avec l'avantage de la différence horaire. Il a reçu ça et c'était la nuit là-bas. Il n'a pas dormi. Il l'a lu. Il m'a dit qu'il n'a pas dormi. Il s'attendait à n'importe quoi sauf à ça comme cadeau. Et il a été le premier lecteur. Bien sûr qu'il a aimé, mais bon. Mais le premier lecteur de la première version. De la première version. Et après, j'aurais travaillé, mais c'était une question plus technique. L'histoire était déjà racontée. Oui. Et quand le livre est paru en Argentine, il y a quelques semaines, on a
quelques mois, on a fait une présentation en ligne dans le musée Fangio à Valcarce, et Fernand est allé là-bas. Ça veut dire que moi j'étais en ligne, mais lui et l'éditeur étaient là, et c'était très bizarre de le voir là-bas, de se voir. Ouais. C'est très touchant. Ouais. J'ai une question qui me vient, Oui. Qui est restée en suspens. Oui. Toutes les parties, les 6 parties, portent le titre du livre. Mais sur chaque partie, une lettre est en gras. Oui, mais il n'y a pas un truc oulipien, parce que c'est vrai que D'accord, quand on est... C'est vrai que quand on est... Oui, cherché. non, il n'y a pas un lipogramme en F, Non. non. Quand on est oulipien, c'est le problème. Moi, j'adore être oulipien, mais le problème, c'est que quand on est oulipien, on cherche plus de ce qu'il a parfois dans le livre. Non, à un moment, j'ai compris que Fangio, Faster, Fernand, non seulement commençait par un F, mais il y avait 6 lettres. Oui. Et je me suis dit, bon, je vais diviser le livre en 6 fois, et je fais comme une course, je fais avancer, et je fais avancer F, A, S, voilà. Le titre du chapitre, c'est F, A, S, T, au lieu de 1, 2, 3, voilà. Ok. Voilà. Merci. Qu'est-ce que ça veut dire quand on est oulipien? Quand on est membre de groupe Oulipo, qui se donne comme tâche collective, un groupe de travail qui se donne comme tâche de réfléchir autour des formes. Et parmi les formes, il y a des contraintes, et parfois il y a des contraintes formelles ou des contraintes linguistiques. Et c'est pour ça que parfois on se dit, ah mais le F, ça veut dire qu'il n'y a pas de mot avec la lettre F ou des choses comme ça. Non, il n'y a pas ça dans ce livre. Dans ce livre, il n'y a pas ça. Voilà. De rien. Est-ce que c'est ce phénomène intéressant qu'on a évoqué tout à l'heure, le fait de le traduire, ça rebondit sur l'original dans la langue initiale. Oui. Est-ce que c'est quelque chose de courant chez d'autres auteurs? Oui. Oui. Ça arrive. Jean-Marie m'avait raconté qu'il avait eu la même expérience avec Cabrera Infante ou des écrivains comme ça, que les questions du traducteur parfois sont très révélatrices. Personne ne lit comme le traducteur. Avant, peut-être, il y avait l'éditeur et les traducteurs. Aujourd'hui, je dirais que personne ne lit comme le traducteur. Le traducteur, il lit au ralenti. Il lit, c'est comme le VAR dans le foot. C'est ça, la lecture du traducteur. Il voit, mais tous les détails. Et parfois, il pose des questions, et les questions qu'il pose, l'auteur se dit, mais, ah oui, c'est vrai, je me suis trompé, ou c'est vrai, je me suis trompé dans une information, je me suis trompé dans un mot, parfois, mais même parfois, il y a des erreurs totalement idiots. Quelqu'un qui veut écrire hier et qui écrit demain, mais par distraction. Et comme personne ne lit, aujourd'hui personne ne lit. La Contralès, c'est une exception magnifique. Ils travaillent, ils font une lecture des livres incroyable, mais dans le monde éditorial espagnol, on lit de moins en moins. Oui, on lit mal, la plupart on lit mal. On travaille contre la montre, avec des conditions économiques qui ne sont pas bonnes, il faut le dire. On lit mal, on lit pas comme on devrait lire. Et il y a des erreurs qui passent. De plus en plus, j'ai un ami en Argentine qui est un grand correcteur, et de plus en plus, je lui donne à lire le livre avant de l'envoyer à des éditeurs pour avoir une lecture un filet de sécurité. C'est intéressant. J'avais en tête l'idée traducteur, traidor, traducteur, traître. En quelque sorte, souvent, c'est au contraire, c'est quelqu'un qui enrichit l'œuvre, finalement. Oui, mais parfois il faut être traître. Parfois on ne peut pas traduire, on ne peut pas rendre la même chose parce qu'il y a des différences de langue. Alors on est traître, mais on est traître à la faveur du livre. On est traître, complice et traître du livre. Voilà. Parfois il faut trahir. Mais on essaie de trahir dans le bon sens, dans le sens que le livre propose. Ce qui est très bien, c'est quand l'auteur est toujours vivant, on peut lui poser des questions. Ah, ça aide énormément. Ça aide énormément. Mais Jean-Marie pourrait répondre, si Jean-Marie était là, il pourrait répondre. Le problème aussi, c'est quand l'auteur est convaincu de parler la langue, et encore pire, quand il a un ami qui est convaincu de parler très bien la langue, et qui lui donne à lire le livre. Voilà. Mais vous aviez évoqué aussi quand il y a, par exemple, une réalité dans le football,
une fonction, en fait, qui n'est ni celle d'arbitre, ni celle, je ne me rappelle pas les détails, et qu'il faut trouver un équivalent qui soit pas trop lourd ou qui soit pas une note de bas de page. Ah oui, 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 oui. C'est parfois aussi Oui. dans la subtilité de la traduction. Ça, c'était dans le cas du livre que je suis en train d'écrire. Dans le cas du livre que je suis en train d'écrire, que j'ai déjà écrit, fini la version en espagnol, presque fini, et je suis en train de faire la dernière version en français. Le livre est le même, mais il y a par exemple une chose que... Il y a une profession, un métier assez répandu en Amérique du Sud, que c'est le relator de foot, celui qui raconte le match par la radio, mais qui raconte le match comme si on ferme les yeux, on le voit. Ce sont des artistes, incroyables, qui ont un talent incroyable. Et après, il y a le commentateur, le commentariste. Et c'est pas la même chose. Et en France, à chaque fois que je vois les matchs, on parle de commentateur pour les deux. Voilà. Et j'avais besoin d'expliquer que le mec qui faisait ça n'était pas quelqu'un qui commentait. En Argentine et au Brésil, en Amérique du Sud, on ne mélange pas les pinceaux. Ouais. Celui qui raconte le match, il n'a pas le droit, il peut donner quelques avis, mais pas trop. Et l'autre, c'est comme l'analyste qui dit oui, mais là, il y a un défaut. Voilà. Ce sont deux boulots différents. Et si en espagnol, je dis relator, tout est dit. En français, il n'y a même pas le mot. Ah bah non. Alors, je dois faire une périphrase, je dois expliquer, je dois le réécrire d'une autre manière. Mais j'ai la liberté parce que c'est mon livre. Qu'est-ce que je ferai en tant que traducteur? Je ne sais pas. Il y a des traducteurs qui vont mettre relator en italique, note en bas de page, qui explique. Je ne sais pas. Et chacun trouve sa solution. Mais moi, j'ai la liberté de changer un peu le texte. Je m'amuse à faire ça. Et voilà, ça fait partie des choses avec lesquelles je peux jouer un peu. Voilà. Donc vous n'avez plus besoin de traducteur. Je vais soin parce que c'est un gros boulot aussi, ça. C'est un peu tourner en rond, écrire 2 fois le même livre. Pour l'instant, ça me plaît, j'apprends énormément, mais je ne sais pas si c'est la méthode que je vais garder. D'ailleurs, il y a un texte qui n'est pas encore traduit et que peut-être j'en arrive à le traduire directement. Je me vois pas faisant ça tout le temps. Honnêtement, je sais pas. Pour l'instant, ça va et je m'amuse. Ouais. Quand tu parles de relator, moi ça me fait penser à... Il y a un monsieur qui... En fait, ils n'ont pas le droit de diffuser les images et il raconte le match. Oui, quand c'est ça. Quand il le vit, je ne sais pas si vous voyez... Mais alors, il saute en même temps quand on voit la télé, mais on ne voit pas les images. Mais, je veux dire, on vit le match. Mais on le voit. Non, mais c'est un sacré talent. Et à l'époque où les matchs en Argentine se jouaient le dimanche, il n'y avait pas 10 000 matchs, parce que comme il n'y avait pas la télé en direct, ils jouaient tous en même temps. Le dimanche après-midi, il y avait un silence incroyable. On écoutait les différents matchs. C'était comme une guerre de relatores. Il y a un film de Wong Kar-wai, d'un couple gay qui s'installe à Buenos Aires et qui vit une histoire d'amour. Et pour moi, la séquence la plus belle de ce film-là, c'est un moment où il montre Buenos Aires désert un dimanche et on attend le relator de foot. Un peu lointain, un peu loin, comme la rumeur de dimanche après-midi. Et là, il a capté quelque chose, Wong Kar-wai, d'extraordinaire. Il a capté quelque chose de Buenos Aires. Et parfois, c'est l'étranger qui voit ça. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Oui, vous pouvez faire dédicacer si vous souhaitez oui, des ouvrages. Bien sûr. Et puis on va installer des tables peut-être dehors, quelque chose à boire et à grignoter. Et donc rendez-vous pour celles et ceux qui le souhaitent à 20h45 au cinéma. C'est une très belle comédie.